Bon, alors, donc la suite, c'est les présentations des actions de chaque réseau tels qu'ils sont existants aujourd'hui, hein. Donc, il y a le réseau Marfan et apparentés, le rendu osculaire, maladies vasculaires rares et anomalies vasculaires neurologiques et crânio-faciales. Voilà. Donc, il y a 7 minutes pour présenter tout ce qu'on a fait dans l'année. Et le chrono, il est déjà... Ah bah non, alors attendez, là, ils m'ont mis 6 minutes 40. Donc, allons-y. Donc, on commence par le Marfan. Réseau Marfan. Avec tous ces gens qui participent, vous voyez les sigles. Ça permet de pas... Hop, on passe. Organisation. Donc, l'organisation, on a un centre coordonnateur qui est à Bichat, et on a des centres constitutifs, Toulouse, Marseille, et peut-être Lyon lors de le prochain appel, on verra ça. Centre de compétences, on en a un certain nombre, Bordeaux, Caen, Dijon, La Réunion, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg. Ça ne change pas. On travaille en faisant des réunions mensuelles téléphoniques. C'est pour ça que je vous ai mis un vieux téléphone, qui est changé en téléconférence avec le Covid et qui est devenu la RCP génomique aussi, puisqu'on ne voulait pas multiplier les réunions pour rien. Et on utilise, chers confrères, comme je crois, les autres réseaux. Et donc, on a fait ça au début 2 fois par mois parce qu'on avait pensé qu'il y avait beaucoup de dossiers. Puis en fait, on revient à 1 par mois et on a même du temps pour discuter d'autres choses maintenant. 14 dossiers oragènes, 7 rendus, dit-on. On n'a pas beaucoup de retours sur ça. 32 dossiers Sequoia, 8 rendus, 6 négatifs et 2 positifs. Donc, il vous expliquer en dessous ce que c'est, mais il faut demander à Nadine les explications. Ensuite, on fait des études conjointes, donc à l'intérieur du réseau Marfan. Donc, la première étude que je voulais citer, c'est les études atteintes extra-aortiques dans le Marfan FBN1. Donc, le Marfan, c'est une atteinte généralement de l'aorte. FBN1, c'est généralement limité à l'aorte. Et on s'est posé la question de savoir s'il y avait des atteintes en dehors de l'aorte, donc en dehors de ce grand vaisseau-là. Je ne sais pas si. Ah oui, voilà, en dehors de l'aorte, c'est-à-dire sur les artères qui en partent. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Les résultats, on les a parce que ça a été soumis et c'est en cours de rediscussion. Donc, il y a 138 patients qui avaient un scanner, 36 qui avaient une atteinte périphérique, donc ça fait 26%. Elles étaient secondaires à une dissection chez 8. Elles étaient 28 avaient une anomalie indépendante de la dissection de l'aorte, donc c'est 20%, et qu'on peut différencier en 2 groupes. Une ectasie diffuse, 11% de la population, et il n'y a pas de chirurgie derrière, et 13 avec un anévrisme, dont un tiers va être opéré, ce qui fait que finalement, il y a 3% de la population initiale qui a un anévrisme opéré, donc ça existe, mais ce n'est pas majeur. Voilà pour le moment, hein, on peut affiner. Autre étude qui est aussi, donc la première, elle était gérée par essentiellement Paris et Marseille, mais il y a beaucoup de centres qui ont participé et qui ont envoyé leur scanner. Deuxième étude que je cite qui est ACTA2 avec une IPS, des cellules dédifférenciées à partir d'une prise de sang, qui est gérée par Marseille Laurence Ball, qui va comparer la morphologie du cytosquelette dans les cultures de cellules entre les patients et entre les cellules des patients et les cellules contrôle, la migration et la prolifération cellulaire, et les transcriptomes, c'est-à-dire les voies de signalisation activées ou désactivées en fonction du fait qu'elle a ou pas mutation dans le gène ACTA2. Donc ça, c'est géré par Marseille, mais il y a un certain nombre de centres qui ont donné des cellules, c'est-à-dire des prises de sang. Je ne sais pas où est Laurence. Elle est là. Voilà. Elle me corrigera. Si vous avez des questions, c'est à elle qu'il faut les poser. On a aussi une étude dont on parlera plus tard, qui est l'étude Compare, qui a comme but de faire participer les patients à un questionnaire qui est donc centré. Les patients rentrent leurs données et l'idée, c'est de faire de la qualité de vie, de socio-économique. Donc ça, c'est Olivier qui va en parler tout à l'heure. Et puis, on participe à l'étude grossesse dont Sophie parlera tout à l'heure, c'est-à-dire comment se passent les grossesses des femmes avec un syndrome de Marfan, qui est une question difficile. Alors, notre grand sujet, c'est la base de données. La base de données, elle marchait bien jusqu'en 2018. En 2018, on a eu des soucis, ça s'est arrêté. Et donc, on a remis en place une base de données qui maintenant est gérée par un programme qui s'appelle CleanWeb, sur un truc qui s'appelle Marfan Cohort, dont vous voyez la première page ici. Et donc, on est dans le process de signer des conventions avec les différents centres de référence et de compétences du Marfan. Et on a encore 3 rouges là qui ne sont pas encore complètement réglés, Dijon, Toulouse et Marseille. Mais on espère y arriver. Une fois qu'on aura signé tous les consentements, à ce moment-là, on fera une réunion pour régler un certain nombre de problèmes qui restent, à savoir que c'est une base de recherche
Donc, ce n'est pas une base nominative. Donc, les noms seront gardés sur place. Il y aura une table de concordance sur place. Comment est-ce qu'on va rentrer les données, et notamment la filière va participer à aider, et les règles de fonctionnement pour qu'on puisse être tous contents avec le fait d'avoir accès aux data, les siens, mais aussi ceux des autres sous certaines conditions, quand on a un comité qui fonctionne. On a des outils conjoints aussi. Ah ben mon truc s'est éteint. Ça va, ça. Donc il faut me donner le temps. J'ai plus de temps. Donc éducation thérapeutique. Donc Marseille et Toulouse travaillent ensemble sur une éducation thérapeutique transition Marfan. Ils ont fait 13 patients. Et nous, on est à Paris en train de travailler de finaliser, puisque c'est presque fini, un programme qui s'appelle Marf Ensemble et qui est IETP. L'intérêt d'avoir un IETP, c'est qu'on peut mettre à disposition de tout le monde à travers la France les différents modules qui sont présentés ici. Et donc, voilà, on vous exposera tout ça quand c'est presque fini, donc on vous en entendait parler beaucoup bientôt. Quelque chose qu'on utilise aussi au niveau du réseau Marfan et qui est peut-être une bonne idée pour les autres, c'est un programme qu'a développé Olivier aussi et qui regarde quels sont les sports permis et interdits en fonction des atteintes des patients dans les écoles. Donc ça permet de remettre une fiche qui est celle-là, enfin qui a plus que ça comme page, mais avec chacun des sports qui font partie des programmes. Et oui, non, c'est permis ou c'est pas permis en fonction des caractéristiques des patients. Et donc, ça permet de donner ça, et ça a un caractère un peu officiel, et ça aide les parents pour prendre en charge les enfants. Pour communiquer, on va dire, avec les profs de gym ou pour choisir les sports. On fait des webinars, prise en charge des douleurs squelettiques, la chirurgie cardiaque, le suivi cardiologique et des pratiques du sport chez l'enfant, le suivi et prise en charge du syndrome de Marfan en pédiatrie, la vie après la chirurgie, la grossesse, les prédispositions génétiques aux dilatations et dissections de l'aorte, syndromique. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes équipes qui participent à ça. Et le message ici est le même que celui de tout à l'heure, à savoir une idée, une envie, un thème pour nos prochaines webconférences. Vous appuyez sur le bouton du site Internet et vous faites votre webconférence comme vous voulez. Donc, toutes les idées sont bienvenues. Les associations de patients, donc qu'est-ce qui s'est passé avec les associations de patients? Donc, il y a une journée de formation commune entre Nantes et Rennes qui a lieu prochainement, le jour de l'appel. Il y a Wakumba qui est devenu disponible sur un site internet, le site internet de Vaskern, avec protégé par un mot de passe, et qui est donné par l'association. On regrette qu'il n'y ait pas une journée annuelle, mais bientôt il va y en avoir. Donc on va être très content. Et du coup, nous, on se dit que ça serait bien qu'on fasse comme les autres, qu'on fasse une journée annuelle, qui soit une journée du réseau Marfan, pas de la filière, et qui aurait lieu après sondage le 6 janvier. Donc, vous pouvez marquer, pour ceux qui sont concernés par le Marfan, le 6 janvier, votre date est prise. Voilà, après, il y a des gens qui travaillent, hein, indépendamment de tous ensemble, chacun. Donc, Toulouse travaille, voilà, tout ce qu'il fait, je vais passer. Dijon travaille aussi, Marfan activité physique. Lyon travaille aussi, vous voyez, plein de choses. Rennes travaille aussi. Donc, voilà, c'est les diapositives que je leur ai demandé. Et voilà, je n'ai pas le temps de les montrer parce qu'il n'y a que 7 minutes. Donc, merci à tout le monde. On a des questions? On est où dans le timing, là? J'ai dépassé, mais on a 3 minutes de questions, donc c'est quoi? Donc c'est à toi d'après. Juste quand je commence. Hein. Bien sûr. Tu commences. Vas-y alors. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le réseau rendu Eusler. Je vais focaliser vraiment sur les actions communes et pas les actions de chaque centre séparément. Voilà, donc le réseau, il est vaste, on a beaucoup de centres de compétences et donc c'est pour ça que je ne peux pas présenter les centres un par un. On a 2 nouveaux centres qui a priori vont être demandés, Nice et Caen. Diapo suivante. Voilà, donc on a des réunions nationales et des réunions locales. Donc à gauche, il faut que je change la photo, c'est un peu ancienne. Il y a une réunion nationale, donc tous les 6 mois, en général, c'est mars-septembre. On a une réunion avec tous les centres de compétences à Lyon et en général, c'est vraiment des bons moments d'échange. Voilà, je pense que certains pourront témoigner ici. Je crois que Sophie est arrivée. Voilà, donc ça, c'est des moments importants. On a aussi des réunions mensuelles sur Teams pour discuter là de cas cliniques. En général, on discute de 4 à 5 cas cliniques par mois.
On a des réunions locales à Lyon, donc avec le réseau local. Diapo suivante. Alors, pour les activités que l'on fait ensemble, donc la première, c'est la base de données. Comme l'a dit tout à l'heure Julie, on a à peu près 8000 patients actuellement sur la base de données RandioSlair, donc qui est remplie depuis, maintenant elle est accessible sur Internet depuis 2007. Et donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise maintenant depuis de nombreuses années, qui est en cours de modification. J'en parlerai si j'ai le temps. Et donc, merci à Amal et à Dina qui actuellement remplissent la base pour les centres de compétences. Ensuite, donc, on a un projet Concerto, c'est un projet qualité, enfin, c'est un projet qualité de vie, oui, dans la maladie de RandioSlair, diapo suivante, qui a été mené par Sylvie Faudrenoy, psychologue dans le service, depuis 2014 et avec l'ensemble des centres de compétences, donc je remercie vraiment, et l'association de patients que je remercie vraiment aussi, qui a permis un financement. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine depuis 2014, un premier papier en 2020 pour la première analyse qualitative et un deuxième papier qui est soumis, voilà, qui devrait être publié bientôt en 2022. On a donc le questionnaire final et on est très content de ça parce qu'on va pouvoir utiliser ce questionnaire qualité de vie pas pour tout. Et ce questionnaire va être utilisé, traduit en anglais, et grâce à Vaskern, on va le traduire en anglais et ensuite dans toutes les langues. C'est un projet européen maintenant. Voilà. Diapo suivante. Après, donc alors, j'ai pas tout cité, j'ai oublié Cograr dans la recherche clinique parce qu'il y a pas mal de projets. Donc, je vais vous citer les plus récents. Donc, qu'on a discuté lors de la dernière réunion du réseau. Diapo suivante. Donc, ça, c'est un projet Clermont-Ferrand, Lyon et Dijon qui est centré sur la prise en charge des téléangiectasies par des chirurgiens dentistes qui travaillent à la faculté dentaire de Lyon. Diapo suivante, un projet mené par Vincent Grosbeau, extrêmement important sur les anticoagulants. Donc Vincent a mis en place d'une part une étude rétrospective qui devrait bientôt être publiée, où donc là il a associé tous les centres de compétences pour essayer de récupérer les complications des traitements anticoagulants, antiagrégants dans la maladie de RandioSlair. Et par ailleurs, il a obtenu un financement, d'ailleurs je crois entre autres de la filière, pour une étude prospective sur la même question. Et donc c'est vraiment important. Diapo suivante. Lors de la dernière réunion, donc Mallory Kerjouan nous a présenté une revue de la littérature extrêmement complète sur l'antibioprophylaxie dans la maladie de RandioSlair chez des patients qui ont des malformations artério-veineuses pulmonaires. Donc une question importante. Et avec l'association de patients, enfin avec les centres et l'association de patients, mise en place d'un questionnaire proposé aux patients donc, pour évaluer ça. Donc ça, c'est en cours. Diapo suivante. Les anomalies immunitaires, donc depuis de nombreuses années, Alexandre Guilhem, qui est initialement à Montpellier, puis à Dijon, travaille sur les anomalies immunitaires dans la maladie de RandioSlair, et donc maintenant il est à Lyon. Diapo suivante. J'ai pas mis, donc il y a aussi d'autres études sur certains gènes, PHB4, ASA1. J'ai pas mis de diapo sur Sabine Bailly, qui a une étude Cairo, donc qui étudie les cellules endothéliales sur les sangs de cordon à partir des nouveau-nés, enfin des grossesses, donc qui a aussi fait participer plusieurs centres. Voilà, diapo suivante, donc les essais thérapeutiques, je regarde le timer. Donc en cours, on a 2 essais thérapeutiques, un qui est terminé mais en cours de publication, qui a testé un anti-angiogénique, le bevacizumab, dans la maladie de RandioSlair, et un deuxième qui est en cours, bientôt terminé en septembre. Et donc les 2 essais thérapeutiques, les centres de compétences, il y a une dizaine de centres de compétences qui ont participé à chaque fois, non peut-être pas 10 pour BAB, 5 pour BAB et 10 pour Épicure, à ces essais thérapeutiques. Donc le deuxième, c'est un traitement qui se prend Péros et c'est aussi un anti-angiogénique, donc bientôt terminé. Diapo suivante. L'ETP, donc j'ai mis un mot sur l'ETP. Donc on a développé à Bordeaux, un ETP a été développé pour la maladie de RandioSlair, à Lyon aussi. Mais donc je l'ai mis là parce que, diapo suivante, l'ETP, on a obtenu un financement pour développer les mallettes de cet ETP pour les centres de compétences. Donc, l'idée, c'est que les centres de compétences puissent utiliser cet ETP et faire ce même ETP. Diapo suivante. Voilà, je termine sur Pampero. On a obtenu un projet ANR en 2021. Donc, je remercie Odile Imbert, qui est chargée d'études, d'être là aujourd'hui, qui va s'occuper de ce projet. Donc, ce projet, c'est un financement, en effet, pour Lyon, mais également Grenoble, puisque Sabine fait partie du consortium, le labo de biologie moléculaire, le laboratoire d'immuno de Dijon avec Alexandre Guilhem.
centré autour de la base de données. Et donc, ce projet, même si aujourd'hui c'est un financement à Lyon, dans la mesure où c'est un projet pour la base de données, va clairement avoir un impact au niveau national et devrait avoir un impact sur la prise en charge des patients au niveau national. 50 secondes encore, diapo suivante. Ben voilà, juste pour dire merci à tous. Merci à tous les médecins des centres de compétences qui sont vraiment tous hyper réactifs et avec qui c'est vraiment un bonheur de travailler. Avec Sabine Baillet, on a la chance d'avoir le labo qui est tout près, le labo de Sabine Baillet à Grenoble. Sophie Giraud et Mélanie Ariès, les deux laboratoires qui font les études génétiques qui sont aussi très impliqués. Et puis merci à Dina Amal pour la base parce qu'elles font vraiment un super travail. Merci à Julie, merci Guillaume parce que la filière, le réseau européen sont vraiment extrêmement actifs. Voilà. Et j'ai 7 secondes encore. Et tu as encore du temps. Bravo, bravo. Et ben voilà, donc ça montre que c'est actif, hein, déjà les premiers réseaux. Ensuite, je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions brûlantes ou on continue notre. Et puis je dirais merci à l'association de patients aussi parce que c'est vrai que vous l'avez vu là avec les différents projets, mais c'est toujours, je vois plus Didier. Si, il est là. Voilà. C'est toujours important de pouvoir avoir les patients pour nous orienter, nous guider et puis être là aussi pour participer à tous ces projets. Voilà, donc dynamisme. Troisième réseau, maladie vasculaire rare, Tristan Miro. Tristan, en piste. Et un il faut lui donner de quoi passer les diapos aussi. Pardon. C'est bon. Surtout, il faudrait que j'ai le diaporama. Vas-y, passe. Ah, ça s'enchaîne, pardon. C'est bon, oui. Pour pointer. Donc, sur les actions du réseau maladies vasculaires rares, effectivement, on a un réseau qui est constitué de 3 centres constitutifs. Donc, le centre coordonnateur est à la HEGP, mais il y a 3 centres constitutifs. Un centre constitutif à l'hôpital Lariboisière, donc avec Anouk Bizan-Bresson sur les malformations vasculaires superficielles, ici, qui est représenté sur le site internet. Un centre constitutif à Cognac-Jay sur le lymphodème primaire, Stéphane Vigne, et un centre constitutif à Montpellier, qui a une vision géographique pour la zone sud, qui s'occupe aussi du lymphodème primaire et aussi des autres pathologies du réseau, qui sont effectivement multipathologies. Donc, il y a le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, maladie vasculaire génétique, l'artérite de Takayasu, qui est une maladie inflammatoire, la maladie de Burger, la dysplasie fibromusculaire et la bicuspidie aortique familiale. Nous, on a une réunion effectivement mensuelle qui est couplée à la RCP nationale de préindication génome. C'est le dernier mercredi de chaque mois, de 17 à 18 heures. Et puis, on enchaîne avec un point en fait, sur le réseau à l'issue de cette réunion mensuelle. Il y a également 2 autres RCP nationales du réseau, donc les malformations artério-veineuses animées par Anouk et le lymphœdème et malformations lymphatiques par Isabelle et Stéphane Vigne. Il y a donc chaque mois une réunion et un point de présentation de dossier. On a également une journée annuelle du Centre de référence maladies vasculaires rares. Donc c'était hier, après une période de disette liée à Covid. Et donc c'est l'occasion de rassembler les centres de compétences et les associations de patients. Donc hier, on avait l'association LAFSED pour les Ehlers-Danlos vasculaires et puis l'association pour le lymphœdème. Et l'association de Takayasu devait venir et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas trouvé l'endroit peut-être ou ne s'est pas présenté. Donc on a au programme l'ensemble des pathologies prises en charge dans le réseau. Et c'est l'occasion, plus qu'une journée scientifique, en tout cas d'animation de réseau et d'échange et de mise en place de nouveaux projets. Donc l'animation du réseau a permis quand même de mobiliser l'ensemble des centres de compétences pour les rédactions des différents PNDS. Donc le plus ancien, c'est sur la dysplasie fibromusculaire. Ensuite, il y a en 2019 un PNDS sur le lymphœdème primaire. Et en 2019 également l'artérite de Takayasu, qui était en commun avec la filière FAI2R et le centre Semaïra de la Pitié-Salpêtrière avec David Sadoun. Et puis là, hier, on a finalisé le PNDS Ehlers-Danlos vasculaire, donc qui va pouvoir être soumis à l'HAS.
Il y a également, donc, du fait du réseau, la participation dans des projets de recherche, donc par pathologie. On a d'ailleurs rediscuté hier, parce que ça c'est un vieux PHRC, qui est donc l'étude du profil psychopathologique des patients atteints de thrombogéite oblitérante, qui avait permis d'inclure par le réseau 135 patients, ce qui est une très grosse cohorte. Mais finalement, les résultats étaient assez décevants, et ce qui a démotivé les auteurs. Mais donc, on a relancé l'écriture de l'article. Et puis, on a une étude rétrospective qui va pouvoir débuter. Sur l'artérite de Takayasu, il y a un PHRC en cours qui permet donc de randomiser les patients dans 2 traitements, soit un anti-TNF ou un anti-interleukine 6. Sur le set vasculaire, il y a également un PHRC ARCADE pour tester l'irbesartan, donc un ARA2, un antihypertenseur, qui est terminé. Le gel de la base est en cours, et donc après, on aura les analyses de cette étude. Et enfin, on est pour l'HEGP, le centre coordonnateur national, avec l'ensemble, avec certains centres de compétences qui ont un niveau de recrutement possible de patients Ehlers-Danlos pour l'étude internationale Prevent, qui va tester donc l'enzastourine, dont j'avais présenté le rationnel en mars à la journée scientifique de la filière. Enfin, sur les autres pathologies, donc dans le lymphœdème, il y a une étude sur le reste à charge de Montpellier avec Toulouse, et puis une étude dont nous a parlé un peu hier Stéphane Ving du DEXA sur la répartition tissulaire des lymphœdèmes primaires, et puis Anouk avait eu un financement par la filière sur l'étude génétique avec Mélanie Herriès dans les malformations vasculaires superficielles. Voilà, il me restera 2 minutes pour la discussion. Et donc, les actions sont à la fois d'animation du réseau, donc il y a un site internet, je vous l'ai montré, maladie vasculaire rare, j'ai fait une coquille, là il n'y a pas de A, maladie-vasculaire-rare.fr, sur l'ensemble des... Donc il y a une cartographie avec l'ensemble des coordonnées des responsables de centres de compétences. On a une animation mensuelle, donc avec des réunions en ligne, avec la RCP, une adresse générique pour contacter le centre coordonnateur, qui n'est pas des plus lisibles, mais c'est l'imposition de la PHP de rajouter les trigrammes des hôpitaux comme pour, j'ai vu Favalti avec le PCH, et une réunion annuelle qu'on a donc réenclenchée hier pour justement, comme pour le réseau Randy Osler, c'est vrai que ça permet de se rencontrer, d'animer, de stimuler un peu le réseau, à la fois des centres constitutifs et de compétences, et de faire aussi le partage avec les associations de patients, puisque comme il y a plusieurs pathologies, il y a les différentes associations. Et enfin, ça valorise le réseau par les PNDS et des projets de recherche, mais également les registres. On a rediscuté hier du registre FERIC, un registre européen de la dysplasie fibromusculaire, et dont le technico-réglementaire est porté par Laurent Samar, pour que les centres français puissent implémenter les données. On a le registre Radico CEDVasc sur le set vasculaire, et puis enfin des études par PHRC. Je vous remercie. Merci. Des questions brûlantes? Des remarques? Sinon, on discutera après, hein, c'est pas grave. Et donc là, on a besoin de 2 micros. Pour parler des anomalies vasculaires, neurologiques et crânio-faciales, Michel Piotin, Georges Rodèche. Ça y est. Bonjour à tous. À vous passez les diapos ou bien vous les passez vous-même? Voilà. Ça. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Georges Rodèche, je vais parler au nom du centre constitutif Foch. Je passerai la parole ensuite à Michel qui parlera du centre de la Fondation Rothschild. Donc, très rapidement, le réseau avance. Il y a un centre coordinateur qui est à l'assistance publique à Bicêtre, 2 centres constitutifs adultes et enfants, dont l'un est situé à la Fondation Rothschild sur les MAF cérébrales, un autre à l'hôpital Foch sur spécifiquement les MAF médulaires. Et comme vous le voyez d'après le tableau, la carte, 10 centres de compétences qui sont répartis sur la province et qui font donc un maillage territorial sur ces différentes pathologies. Alors, j'insiste sur le fait qu'effectivement, ce sont des maladies rares, qu'il y a une prévalence des MAF cérébrales d'à peu près 15 sur 100 000, avec des malformations artério-veineuses biliaires qui sont 10 fois beaucoup plus rares, et que lorsqu'on parle de MAV et que GAL-MAV, ben, la réponse est non. Ça porte peut-être le même nom, mais ce sont des maladies qui sont totalement différentes. Je vous montre ici quelques images. Vous avez ici une malformation superficielle, une malformation médulaire
superficielle ici, une malformation médulaire de type nidus, une malformation médulaire de type fistule, et des deux types de malformations cérébrales. Je ne vous montre pas ça seulement pour les images, mais pour vous montrer qu'effectivement, même s'il s'agit de communication artério-veineuse, puisqu'on parle de malformation artério-veineuse, ce n'est pas la malformation elle-même qui va compter, c'est le substrat anatomique qui l'entoure. Et le cerveau ou l'airface va réagir de façon complètement différente au stimulus que représente la malformation elle-même. À la fois au niveau médulaire, puisque vous allez avoir des choses différentes en fonction du contexte génétique également, qui vont avoir un phénotype tout à fait différent, mais également au niveau cérébral, puisqu'entre la lésion profonde et la lésion superficielle, vous allez avoir des architectures vasculaires différentes et donc des histoires naturelles qui vont être différentes. Donc il faut à chaque fois bien séparer les différents groupes et on ne peut pas se permettre de tout mettre dans le même sac parce qu'on va avoir à ce moment-là des illusions et des erreurs d'appréciation de ces différentes malformations. Donc je passe la parole rapidement à Michel qui va vous parler des actions conjointes des deux centres constitutifs du réseau Avance. Donc, comme l'a souligné Georges, c'est une action conjointe. Le réseau a été mis en place en 2018, puis c'est une création, c'est pas une relabellisation, une création ex nihilo, avec des copies mensuelles. En général, c'est le mardi en fin d'après-midi. Participation aux journées annuelles du réseau, participation à la journée recherche sur les anti-angiogéniques concernant ces malformations artério-veineuses du système nerveux central, et une RCP qui a été mise en place dans le cadre de France Médecine Génomique Sequoia. Les communications, les informations aussi ont été mises en place au cours des 5 dernières années avec des interviews, des podcasts, des vidéos qui ont été créées, avec des webconférences dans le cadre de Fava Multi, des modules d'enseignement, ce qu'on appelle des e-learning, pour enseigner notamment pour les médecins généralistes quelles sont les différentes typologie de malformation artério-veineuse du SNC, création de plusieurs vidéos, 7 au total dédiées aux malformations artério-veineuses de la moelle et du cerveau, 2 livrets pour les patients sur leur pathologie, pour les informations sur les MAV, des cartes d'urgence aussi pour les patients, et la création de fiches Orphanet. Diapo suivante. On a pu mettre en place également au cours des 5 dernières années la création de Neuroma France, c'est une association de patients. Il n'y avait pas d'association de patients pour ces MAV du SNC auparavant, avec une aide importante à la création, un accompagnement au quotidien, la création d'un comité scientifique et l'implication de l'association dans les actions de réseau, cartes d'urgence, vidéo comme on l'a rappelé précédemment, e-learning. La première journée du réseau Avance pour les patients avec Neuroma France a eu lieu à Nancy le mois dernier, le 6 mai. Diapo suivante. Alors, action spécifique du centre constitutif Foch, file active, effectivement, je vous l'ai dit, c'est des maladies qui sont rares, voire très rares, puisque la file active chez nous comprend 313 patients adultes et enfants présentant des malformations artério-veineuses médulaires. Ces petits chiffres, en théorie, vous montrent néanmoins qu'il s'agit de la plus importante série française, la plus importante série européenne et la seconde plus importante série mondiale après la Chine, pour des questions de population. 40 à 50 patients par an à peu près, avec un recrutement français et international qui vient de l'ensemble des pays de la communauté européenne, y compris de pays beaucoup plus étrangers, tels qu'on a eu des patients du Chili, du Vietnam, d'Australie ou de Singapour qui sont venus spécifiquement à Foch ou à la Fondation en tant que pédiatrique pour se faire traiter de leur malformation artério-veineuse médulaire. En termes de formation et congrès, 3 séminaires DEF, qui sont des séminaires que l'on a mis en place 2018, qui ont été interrompus à cause du Covid, qui sont des séminaires dédiés sur 2 jours, exclusivement sur une pathologie ou un aspect d'une pathologie. Le premier a été dévolu uniquement aux malformations artério-veineuses médulaires, le deuxième aux veines du système nerveux central, et le troisième a lieu au mois d'octobre avec 2 intervenants que je remercie encore d'être venus, Sophie Dupuy-Giraud et Xavier Jeune-Maître, sur la paroi artérielle. 4 séminaires internationaux ABC-WIN qui regroupent 600 personnes à peu près par an. On participe à un DU de neuroradiologie annuel, 73 communications, cours ou conférences invitées internationales et nationales au cours de ces 5 dernières années. 31 publications sur le sujet, 384.6 GAPS et 5 projets de recherche qui correspondent à la fois aux malformations cérébrales chez l'enfant et aux malformations artério-veineuses médulaires dont on vous parlera dans un moment. Orphanet Bambara demande de création d'un centre Orphanet, d'un code Orphanet pour les MAV médulaires qui n'existe pas actuellement et qui est donc en cours de développement. On saisit les données dans Bambara depuis 2021 en direct et l'activité 2022 est à jour dans Bambara également.
Quelques spécificités liées au MAV médulaire. Il n'y a pas d'impasse de diagnostic. Il y a des possibilités d'errance du diagnostic parce que les symptômes initiaux sont parfois frustes et vicieux. Donc, on va errer pendant un petit moment, mais avant d'aboutir à un diagnostic rapidement par l'IRM. Il n'y a pas d'éducation thérapeutique spécifique nécessaire, pas de médicaments orphelins, mais une discussion actuellement en cours sur les traitements anti-angiogéniques selon la filière génétique ou biologique qui est en cours et qui va être responsable de la création de la malformation. Je vous montre ici 5 ou 6 des publications les plus emblématiques du service sur le sujet des malformations artéroveineuses médulaires et qui vont donc balayer depuis des données anatomiques, des données micro-anatomiques, des données particulières dans la population pédiatrique, dans la population de la femme enceinte. C'est la seule publication qui existe dans la littérature sur MAV médulaire et femme enceinte par ailleurs, et sur une révision sur les premiers 210 patients qu'on a eus, sur une nouvelle classification, une meilleure compréhension de l'architecture de ces lésions. Alors, on a envie de repostuler pour une labellisation durant le prochain mandat pour poursuivre les actions menées, notamment au niveau de l'association, des recherches pour construire également maintenant des nouvelles données grâce à la donnée sur l'histoire naturelle des MAV rompus, les rapports entre la cytoarchitecture et l'angioarchitecture, la génétique, les traitements génétiques. Alors, il y a des points faibles, effectivement, parce que nous sommes en dessous du seuil de prévalence, de données, parce que la prévalence de la maladie est extrêmement faible, mais on a un ratio fil-actif-prévalence qui est tout à fait significatif et une prise en charge qui nécessite effectivement une expertise spécifique. Avec des points forts qui sont la série reconnue comme, moi qui le dis, c'est les autres qui le disent gentiment, majeure de malformations artéroveineuses médulaires, grâce à la reconnaissance internationale, aux travaux de recherche qu'on fait, aux publications et au recueil de données dans BAMARA. Michel. En ce qui concerne la Fondation Rothschild, une file active aussi importante de 160 à 180 patients suivant les années, une petite baisse pendant les 2 dernières années avec le Covid, une base de données importante avec près de 1800 patients entrés dans cette base de données, près de 200 consultations par an et 300 hospitalisations par an en ce qui concerne les malformations artério-veineuses de l'adulte. Pour la formation, les congrès, un symposium biannuel, participation à 2 DU et 1 DU, une petite erreur, 50 communications orales au cours des 5 dernières années, formation, conférences, des partenariats académiques avec l'unité 1148 de l'INSERM à Bichat, l'Institut de Duve avec Mika Vicula à Bruxelles, des publications, 17 publications dans les 5 dernières années concernant les MAV artério-veineuses cérébrales, 6 projets de recherche en cours, le B20 Sisumav, le Biomav, GenMav, Mavando, MAV-IRM, Combimav. Combimav, c'est une entité particulière puisqu'il s'agit de coupler la chirurgie et l'embolisation des malformations artério-veineuses en une seule intervention combinée au cours de la même anesthésie. 7 projets de recherche extra forts, Cograrar 5, Tobas, Tatam, Onyx, enfin plein de choses. Orphanel, Bamara, déjà 99 patients, je crois, rentrés dans Bamara depuis janvier 2022. Un PHRC interrégional avec une lettre d'intention acceptée. On attend la réponse définitive à la fin du mois de juin pour une étude d'anti-angiogénique pour les impasses thérapeutiques. Diapo suivante. Quelques exemples de publications réalisées dans le service au cours des 5 dernières années. Beaucoup de publications sur l'imagerie, sur l'embolisation, mais aussi la génétique, avec une publication sur artério-veineux cérébral high flow shunt in children from genotype to phenotype. Donc de la fois du macro en imagerie et du micro avec la génétique qui s'avance. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on demande? Bien sûr, on demande aussi une demande de pouvoir continuer d'être relabellisé en tant que CMR constitutif pour cette pathologie. Évidemment, poursuite de l'action menée, développer les travaux de recherche sur les MAV cérébrales, recherche génétique de la maladie, le diagnostic biomoléculaire, biomarqueurs, facteurs circulants, donc les biopsies liquides, traitement anti-angiogénique pour les impasses thérapeutiques, notamment pour les MAV de haut grade pour lesquels on n'a pas de réponse endovasculaire ou chirurgicale à proposer aux patients en cas de dégradation. Un point faible au cours des 4 ou 5 dernières années, l'implication relativement faible des centres de compétences. Ça, il faudra qu'on puisse les remotiver, les centres provinciaux, pour participer aux activités mensuelles du centre de notre réseau et maintenir le lien fort avec l'association de patients Neuroma France. Suivant. Merci à vous.
Voilà. Encore juste à ajouter un mot pour remercier M. Jondeau de son soutien durant ces 5 dernières années, remercier Laure Koliski pour son engagement sans faille en tant que coordinatrice des 2 centres, ou être coordinatrice des 2 centres. Et puis, merci à tous pour votre écoute aujourd'hui.